Merci beaucoup. J'aimerais bien savoir parler mieux le français, mais il vous faut vivre avec ce que je vous donne en langue française. Et moi, j'essaie à me débrouiller si bien que possible. Voilà. Je vous montre quelques opportunités et aussi quelques mythes sur l'électromobilité et aussi je vous fais voir un peu comment l'approvisionnement en énergie des voitures électriques pourrait marcher. Bon, c'est notre club TCS, vous le connaissez, probablement quelques de vous êtes des membres. Je suis heureux de pouvoir travailler pour une organisation comme ça, qui est grande et aussi qui est critique et bien informée sur les choses qui se passent en mobilité, mais aussi en énergie. Pourquoi l'électromobilité? Bon, le moteur thermique, c'est une machine assez faible pour faire la motion. C'est bon pour chauffer, mais pas si bon pour aller en avant. Et en plus, on a ce problème ici, c'est la crise climatique qui est causée par la combustion et des combustibles fossiles tels que l'essence, le diesel, le pétrole, le gaz, le charbon, le mazout, toutes ces choses. Et vous avez vu et lu l'été passé, on a des feux, c'est toujours un peu plus chaud, plus sec, et c'est sur la terre, mais aussi dans l'océan, notre système de refroidissement du monde est aussi en train de se chauffer. Et ça, on voit bien, il a des effets qui ne sont pas bons pour nous. Et alors, une bonne remède et un remède efficace pour cela, c'est de changer le moteur de combustible contre le moteur électrique. La moitié de la réalité, c'est que une voiture électrique produit plus de CO2 parce que c'est plus lourd et en production, ça produit plus de CO2 et c'est seulement la moitié de la réalité parce que en avant, quand on conduit les 100 ou 200 000 km, on a une différence entre la voiture thermique en jaune et la voiture électrique en bleu de 20 tonnes de CO2. Et ça, c'est la moitié. Alors, c'est efficace et ça ne fait pas mal. Vous pouvez faire la comparaison entre 2000 voitures qui se vendent en Suisse sur cet site internet, c'est tcs.ch/recherche auto. Voilà. Alors maintenant vous me demandez, c'est vraiment la raison, nous devons sauver le monde en allée électrique. Et je dis non, pas vraiment. C'est un peu comme l'amour. Quand on est jeune et on ne la connaît pas encore, on en parle beaucoup. Mais seulement quand on a l'essayé, on a ce sourire qui reste quelques jours. Alors, essayez l'électrique et vous serez ravis. Qui est-ce qui, entre vous, a déjà conduit une voiture électrique? C'est assez? Oui. Et puis, qui est-ce qui a déjà chargé une voiture électrique sur une borne? OK? Oui,
c'est le début. Bon, la voiture électrique, qu'est-ce qu'on nous intéresse? C'est le prix, c'est l'environnement, le confort, le bidirectionnel ou peut-être même le compte Netflix sur l'ordinateur du bord. Mais la chose qui nous intéresse le plus, c'est l'autonomie. Avec une autonomie de 100 km, on n'est normalement pas très heureux. Mais quand on a plus de 300 ou 350 km d'autonomie, on peut faire presque tout. On peut aller loin, on peut aller une semaine sans recharger et comme ça, on est confortable. Et aujourd'hui, autre qu'il y a 5 ans, aujourd'hui, les voitures qu'on achète ont ce 350 ou 300 km d'autonomie. C'est une chose qui a changé beaucoup entre les années passées. Bon, est-ce que les véhicules électriques ne sont pas des synonymes de problèmes? Bon, on a les experts, on a notre dépannage et ils disent non, c'est la même chose. On a à peu près le même nombre par 1000 voitures de panne, le même nombre de pannes par 1000 voitures, si électriques ou si à moteur combustible. Et la panne la plus importante, c'est le démarrage de la batterie à 12 volts, si électrique ou si thermique. Deuxième, c'est les pannes des pneus, si électrique, si thermique. Et puis, on a quelque chose qui sont différemment. Mais en général, c'est la même chose. Bon, et puis, c'est cette chose avec la recharge. Nous avons vu que 350 km, ça suffit pour la plupart des trajets, mais où est-ce qu'on peut charger si on ne peut pas charger à la maison? Bon, en Suisse, il y a 14 000 de points de recharge, merci beaucoup. Et dans 2050 à 500 sont les chargeurs rapides. Alors, si vous voyez cette image ici, on en a presque partout. Ouais. Et vous pouvez même charger presque toutes les voitures sur les superchargeurs de Tesla. Tesla a ouvert leur infrastructure pour toutes les marques il y a une année. Et vous pouvez pas seulement aller en Suisse, mais c'était il y a 3 semaines quand j'étais en France avec ma femme, avec la voiture électrique. Et ce n'est pas de problème. On a en UE à chaque 60 km sur les grandes autoroutes, on a une possibilité de charger rapidement. Et charger rapidement, ça veut dire après 20 minutes, la batterie est pleine à 90 ou 80%. Alors, quand on était sur les toilettes, oui, quand on était sur les toilettes, la batterie est vide et puis on conduit pour 2 ou 3 heures et après ça, on a besoin d'aller aux toilettes de nouveau avant que la batterie est toute vide. Alors on a ces deux choses qui sont en balance. Oui, et puis ces batteries, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
et on ne sait pas où les déposer après. C'est des questions qui viennent assez souvent. Et bon, quoi faire? Regardons ce qu'il y a dans une batterie. Vous voyez là une batterie d'une Tesla Model S. Et dedans, il y a des cellules, comme dans les ordinateurs. Et dans les cellules, il y a une feuille de cuivre et une feuille d'aluminium et quelques autres matériels. Le graphite, aluminium, nickel, cuivre, acier, manganèse, cobalt, lithium, fer. C'est rien qui est poison et c'est rien qui est vraiment problématique. Ce n'est pas mystique, pas mystérieux. Et il y a en Suisse la Batrec SA à Wimmis qui est en train de recycler les batteries depuis 30 ans. Il y a aussi la Libre KG à Biberist qui est assez nouveau, spécialisé sur les batteries des voitures électriques. Ils ont quelques nouveaux processus pour le faire un peu plus vite et peut-être plus élégant que la Batrec. Et par exemple, on a aussi Kiburz à Freienstein qui font les petites voitures électriques, véhicules électriques pour la poste. Et ils recyclent leurs batteries eux-mêmes en maison avec un processus qu'ils ont développé eux-mêmes. Ce n'est pas si compliqué. On peut le faire aussi en Suisse. Aujourd'hui, quand on regarde l'Europe par exemple, il n'y a pas beaucoup de la capacité de recyclage des batteries des voitures électriques parce qu'on n'a pas encore beaucoup de batteries des voitures électriques qui retournent. Par exemple, à Wimmis, ils ont 1 ou 2 batteries par semaine qui retournent des accidents. Mais dans une vingtaine d'années, ça va être une chose normale et on va avoir des grands sites où on va faire le recyclage. Ici, sur la liste des matériaux, il y a des matériaux qui sont précieux. Et alors, quand on a les choses précieuses, on ne les jette pas, mais on les retourne et on les remet dans ce processus industriel où on les use, on les réuse et puis on les processus. Oui, on les recycle. Voilà. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont peur des batteries, des voitures électriques, parce que ça doit être dangereux. Et vous avez tout lu en juillet que ce bateau était en flammes et tout le monde a cru que c'est à cause d'une voiture électrique. Et personne, presque personne, a vu cette image. C'est 3 semaines après, dans le port en Hollande, quand presque 500 voitures électriques ont quitté ce même bateau. Et ils étaient sains et saufs parce que les voitures électriques, ils sont plus lourds que les autres. Alors, dans le bateau, on les met en base, là, au niveau inférieur. Et le feu, il a commencé tout en haut et il s'est mangé jusqu'au niveau 4. Et les voitures électriques, ils étaient plus bas. Alors, on cherche toujours la raison pour ce feu. Oui. Et alors, maintenant, on va
sur la question d'énergie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on consomme plus d'énergie aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou moins d'énergie? Qui disait plus d'énergie? Est-ce que notre consommation augmente ou elle descend? Qui croit qu'elle augmente? Ok, regardons. On a les combustibles comme le mazout. Là, en vert, c'est descendu. Les carburants, ils ont descendu aussi. Pas trop. Et on a même l'électricité en bleu qui est descendue aussi un peu. Alors, ce n'est pas la même chose que vous avez dit. Peut-être que ce n'est pas assez, mais ça descend. Et c'est étonnant. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je n'ai pas pu le croire, mais j'ai vérifié et c'est comme ça. Voilà, une chose qui ne descend pas, c'est la partie des voitures électriques dans les voitures nouvelles. Vous voyez ici un peu la même chose que vous avez déjà vu. Et quand cette croissance commence comme elle a été les dernières 7 ans, on va être à presque 10% des voitures électriques ont les voitures nouvelles. Alors, environ 2030-2035, il n'y aurait plus des voitures à combustible dans les voitures nouvelles. Et si vous pensez que ce n'est pas possible, regardez à la Norvège. Là, on est déjà à plus que 85% des voitures nouvelles qui sont électriques. Bon, qu'est-ce que ça veut dire sur les voitures dans la rue? Ça va prendre jusqu'à 245 ou même 240 à 2050, jusqu'à toutes les voitures dans les rues, dans les parkings, partout, sont électriques. Et ce changement, ça veut dire aussi que l'approvisionnement d'énergie va changer. On a une augmentation de la consommation d'électricité de 15 à 20% grâce aux véhicules électriques. Alors, on va avoir besoin de plus d'électricité qu'aujourd'hui à cause des voitures électriques. Mais ça veut aussi dire qu'on a une réduction jusqu'à presque zéro dans les carburants, diesel et essence. Et ça, c'est le plus grand effet que l'autre. Et comme vous avez vu aussi, ça veut dire que le CO2 va descendre à cause de ça. Oui, et ça, c'est les stratégies des manufacturiers des véhicules, où on voit après quelle année ils ne vendent plus les voitures normales. Bon, d'où est-ce qu'on a l'énergie qu'on a besoin? Comme vous voyez ici, entre aujourd'hui et 2050, on a une augmentation de l'électricité à cause des voitures, mais aussi à cause des pompes à chaleur. Et ici, sur ce modèle de Axpo, on voit bien qu'on veut couvrir cette augmentation avec la plus tard solaire. Aujourd'hui, on a 1/3 nucléaire, 2/3 hydro et un peu d'autres choses. Et en 50, on a
le hydro et le solaire comme les deux grands piliers. Et on descend du nucléaire. Bon, maintenant, vous pouvez dire, ah, mais c'est juste au niveau, là, c'est un peu knapp. Hein? Si vous regardez seulement le potentiel sur les toits en Suisse, les toits des bâtiments, on peut faire presque double que ça qu'on a besoin. Alors on peut encore des réserves qu'on pouvait faire aussi. Voilà. Maintenant, vous avez 220 de 2050 électricité et mettons là en perspective. La perspective au temps et aussi au niveau. Vous avez ici l'électricité, gaz et mazout, essence et diesel, et vous voyez bien que entre les années 40 et 70, ça a augmenté extrêmement et puis ça a descendu et depuis 2010, ça descend vraiment. Maintenant, on a vu qu'on a besoin de plus d'électricité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce plus d'électricité? On remplace le mazout, le diesel, le gaz et l'essence. Et alors, ça c'est la perspective qui nous montre, qui nous amène à 2050. Alors, c'est possible et ça nous fait pas mal. Et si vous voyez, on a déjà commencé en année 2010 de descendre d'un niveau qui n'est pas vraiment un change, mais on est sur la bonne route déjà. Eh bien, l'électromobilité, ça marche. Essayez-la, et je suis sérieux de ça. Essayez-la, et vous serez ravis. Bien sûr, le TCS vous aide si vous en avez besoin dans différents niveaux. Ouais. Un grand merci, Martin. Maintenant, ça marche de nouveau pas. Voilà, merci beaucoup. Juste deux courtes questions. Tu as montré la pyramide de Maslow. Tu nous as montré la pyramide de Maslow. Oui. Tu nous as montré que tout en haut, c'était Netflix. Moi, oui, j'y crois. Mes enfants, de toute façon, tout en bas, c'était l'autonomie. Ouais. Mais il y avait quand même aussi, le deuxième niveau, c'était la question du prix. Ouais. Maintenant, j'ai une question ici, en fait, de nos participants. L'essor de la voiture électrique est directement menacé par la forte hausse du coût des matières premières utilisées pour la fabrication en fait, de ces batteries. Sa démocratisation ne semble-t-il pas un objectif de plus en plus difficile à atteindre? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est juste. On a cette augmentation, mais si on regarde les prix par kilomètre d'autonomie, ça a descendu et ça va descendre encore. Alors si vous achetez une voiture aujourd'hui, vous avez un peu 100 francs. 100 francs pro kilomètre richtwiti, pas par kilomètre. 100 francs par kilomètre. Oui. Et si vous regardez, il y a 10 ans, in der Vergangenheit, dans les dernières 10 ans, ça a descendu déjà beaucoup. Et si vous voyez ce que, par exemple, Stellantis va introduire les années prochaines, aussi Tesla, Volkswagen, tout ce, les voitures vont être un peu plus petites, mais les autonomies assez grandes
et les prix en descendent aussi. OK. Bon. Alors, on a un peu la théorétique qu'on dit, oui, les matériaux vont être plus précieux, et on a le marché qui va à l'autre direction. Voilà, donc il y aura peut-être un petit peu un équilibre qui va s'installer avec le temps. Dernière petite question, toi. Je pense que le grand cauchemar d'un automobiliste, c'est d'être sur l'autoroute et puis tout à coup, on n'a plus d'essence. Et puis, il faut appeler le TCS. Si maintenant je suis justement sur cette autoroute et tout à coup, j'ai plus de j'ai plus de jus dans ma batterie, est-ce que vous venez aussi nous chercher ou non? Oui, bien sûr. Oui. Ah, ça c'est pas mal. Oui. Voilà. Oui. Alors un applause. Merci beaucoup. Merci. Oui. C'est cet dépannage des pannes énergétiques. C'est ou essence, ou électricité, ou diesel. Très bien. C'est très bien de savoir. Martin, aussi pour toi, des petits pierres. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, on va passer en fait à un personnage très très important ici dans la salle, c'est Jean-Luc Chuvet. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est conseiller en énergie du Jura bernois. Pourquoi c'est important? C'est parce que, par exemple, et ça me tient vraiment au cœur, si vous avez par exemple un bâtiment, vous faites aussi une rénovation, vous devez faire un CECB par exemple, etc., pour aussi atteindre aussi les subventions, parce que sinon c'est pas possible. On appelle ça par exemple un certificat énergétique en fait cantonal du bâtiment. Mais si vous voulez aussi faire une installation, comment la faire? Il y a un conseiller gratuit dans la région qui vient chez vous, si je ne me trompe pas, et vous dira comment ça pourrait se dérouler, la résolution de son problème. Voilà, merci Franck. Bonsoir mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir en tant que conseiller en énergie de vous présenter quelques expériences pratiques. Et puis, effectivement, je suis conseiller en énergie, donc je parle avec vous, avec la population, les entreprises, les communes, plus souvent de maisons, d'isolation, de chauffage que de mobilité, mais aussi de mobilité. Ça vient bien entendu de plus en plus, et d'électricité de plus en plus, et de pompes à chaleur, et de panneaux solaires, et de toutes ces choses-là. Donc, je rebondis peut-être juste avant de commencer, puisque moi je suis souvent dans les questions de chauffage, eh bien je peux vous donner un excellent moyen pour qu'en Suisse nous ayons assez d'électricité pour les voitures électriques et pour les pompes à chaleur, c'est de supprimer tous les chauffages électriques. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la stratégie officielle. Le chauffage électrique, c'est vraiment un potentiel d'économie pour des autres utilisations plus intelligentes, plus efficaces de l'électricité. Donc, mon but ici, c'est de vous donner quelques reflets de mes propres expériences. Comment on manage une voiture électrique et sa recharge avec son installation solaire. Comment on fait le lien un petit peu, installation solaire qui produit de l'électricité et voiture électrique qui consomme de l'électricité. Alors, j'ai de l'expérience un peu dans ce domaine, j'ai une installation solaire, j'ai commencé petit à petit, là vous voyez un petit bout, je rajoute chaque année un peu, mais j'ai commencé il y a environ 25 ans avec les panneaux solaires qui sont toujours là et qui fonctionnent très bien, qui ont leur énergie grise qui est remboursée depuis très très longtemps. Et puis grâce à ce remboursement, je peux continuer d'investir dans des nouveaux panneaux solaires. Juste en passant, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire, avec un panneau solaire d'aujourd'hui, combien de kilomètres vous roulez avec une voiture électrique normale? Est-ce que quelqu'un a une idée? Un panneau solaire produit de l'électricité pendant une année qui permet de faire combien de kilomètres avec votre voiture électrique pendant une année? Ah, si personne ne dit rien, c'est que vous allez être étonné par la réponse. C'est environ 2000 kilomètres avec une voiture électrique normale grâce à un panneau. Ici, vous voyez sur cette photo quelques panneaux, hein, c'est une toute petite partie de l'installation, mais vous voyez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panneaux peut-être. Rien qu'avec ce que vous voyez là, la voiture, elle va déjà presque tout ce qu'il lui faut pour l'année. Donc ici, une installation qui est un peu la mienne, mais qui est aussi un peu typique de tout ce qu'on peut mettre maintenant sur les maisons individuelles. Donc, vous voyez, une puissance, c'est 10 kW. C'est une puissance qu'on a maintenant souvent.
Donc une puissance des panneaux, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, c'est leur puissance. On dit, moi j'ai des panneaux pour 10 kW, plutôt que de dire j'ai une maison de 120 mètres carrés, je peux dire, voilà, j'ai une installation solaire de 10 kW. C'est comme ça qu'on définit. On peut aussi définir par le nombre de panneaux. Alors là, ça correspond à 25 panneaux. Évidemment, mes panneaux de 1995, il m'en aurait fallu 75. Mais mes panneaux d'aujourd'hui, c'est environ 25 panneaux. Ça fait environ 50 mètres carrés. Voilà, vous avez votre maison de 100 mètres carrés, le toit, il fait 100 et quelques, 120 mètres carrés. Ben, voilà, 50 mètres carrés, c'est un chiffre typique pour une installation photovoltaïque d'une maison individuelle. Et puis, cette installation, elle va fonctionner un certain nombre d'heures par année. Et puis, ça va s'accumuler toutes ces heures pour faire environ 10 000 kWh d'électricité produite par cette installation. Donc 10 kW de puissance qui fonctionne pendant un certain nombre d'heures, environ 1000 heures en moyenne totale, ben ça fait 10 fois 1000, 10 000 kWh d'énergie électrique qui est produite. Et puis dans une maison maintenant, on voit de plus en plus des batteries stationnaires, des batteries solaires. Alors peut-être on en a, peut-être on n'en a pas. Et puis, une taille typique d'une batterie solaire pour une maison individuelle, c'est 10 kWh. Voilà, c'est la capacité, c'est combien on peut mettre d'énergie stockée dans notre batterie. Alors voilà le contexte un petit peu photovoltaïque. Maintenant, la voiture électrique. Dans mon cas, c'est une Renault Zoé, pas trop lourde, pas trop grosse, qui va quand même très loin, environ 350, plus que 350 km d'autonomie. Elle ne consomme pas trop, là, 18 kWh par 100 km, ça fait l'équivalent de 2 litres d'énergie. Et puis, je peux la recharger chez moi grâce à une borne de recharge. Donc ici, j'ai une petite borne, c'est un peu la moins chère qu'on trouve sur le marché, mais c'est aussi la meilleure, d'après les tests du TCS en Allemagne. Donc environ 850 francs. Et elle est super intelligente parce qu'elle arrive à dialoguer avec tout le monde autour. En plus, je peux la prendre en vacances si je veux, je la déconnecte et je pars avec. Bon, avec cette borne, je peux recharger la voiture à une puissance électrique de 1,8 à 11 kW. Voilà, ça commence de charger très faible, ça peut charger à très petite puissance, ça peut charger à puissance plus élevée. Donc voilà, ça c'est mes vieux panneaux de 1995, là les petits. Et puis sur le reste de la maison, c'est les plus grands. Donc vous voyez un petit peu le contexte. Maintenant, quel est mon bilan? Le bilan énergétique ou le bilan électrique, parce que maintenant j'ai plus d'autres bilans que le bilan électrique dans ma maison. La voiture, 14 000 km par année, c'est environ 2500 kWh d'énergie électrique par année. Le ménage, 3500 kWh. C'est un peu des chiffres typiques ou moyens, j'ai un peu arrondi là, mais quand j'avais les enfants encore à la maison, c'était un peu plus pour le ménage, maintenant c'est un peu moins, voilà. La pompe à chaleur qu'on a mis il y a 6 ans, voilà, 4000 kWh. Si j'avais une maison un peu mieux isolée, un peu plus moderne, ça serait un peu moins que 4000 kWh. Mais grosso modo, ça fait 10 000 kWh. Donc je consomme par année, nous consommons dans notre famille par année, 10 000 kWh pour tout, pour les transports, pour la vie courante, pour le chauffage, pour vivre simplement. Et puis ça correspond aux 10 000 kWh que l'installation photovoltaïque produit par année aussi. Donc ce n'est pas toujours en même temps, mais c'est environ le même montant, le même bilan annuel moyen. Alors ces trois catégories d'électricité, ça fait environ 3/3, ou pas tout à fait, voilà. En réalité, je consomme un peu moins pour la pompe à chaleur parce que j'ai aussi un chauffage au pellet, un petit poêle à pellet, et puis c'est moins que 4000 kWh d'électricité finalement. Donc finalement, j'ai un peu l'équilibre, production photovoltaïque et consommation énergétique. Il y a une vingtaine d'années, c'était la même chose, mais c'était avec de l'essence, de l'électricité que du réseau, qui était encore beaucoup nucléaire, et puis du gaz naturel, voilà, environ 7 tonnes de CO2. Maintenant, c'est 0 tonnes de CO2 local, en tout cas.
Alors, comment est-ce qu'on recharge la voiture électrique avec ça? On peut la recharger la nuit par le réseau. Alors, dans ce cas-là, le bleu, c'est la consommation d'électricité. Donc, à 21 h, j'ai le bas tarif, le tarif électrique moins cher. Tac, je mets en charge ma voiture. Ça va au maximum à 11 kWh. Et puis, ça charge continuellement de manière stable jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Après, quand la batterie est pleine, on diminue tranquillement et puis ça s'arrête. Voilà, ça c'est une méthode. Et puis, une autre méthode, c'est avec le photovoltaïque durant une belle journée ensoleillée. Donc, le jaune, c'est la quantité d'électricité qui est fournie par le soleil. Donc, à partir de 8 h le matin, ça commence un petit peu, petit soleil, petite quantité d'électricité. Vers 14 h, c'est le maximum, beaucoup de soleil, beaucoup d'électricité. Et vers 18 h, ça s'éteint gentiment. Et puis, par-dessus cette quantité d'énergie électrique produite, il y a la consommation, en bleu, d'énergie pour la maison. Et là, c'était principalement la recharge de la voiture électrique. Donc, j'ai produit environ 52 kWh d'électricité cette journée-là, grâce à mon installation solaire. Et j'ai consommé aussi 52 kWh d'électricité, principalement pour la voiture. Et j'ai justement une batterie qui est capable de stocker 52 kWh. Bon, c'était environ. Hein, voilà. Et vous voyez quelque chose d'intéressant, c'est qu'on arrive ici, là, la charge, elle suit exactement le soleil. Après, ça s'est arrêté un petit peu parce que mon chargeur, il ne pouvait plus travailler là, il a attendu qu'il y ait plus de soleil. Il a passé sur le triphasé, pour ceux qui connaissent le truc. Après, il était sur le triphasé, il a continué de suivre le soleil. Après, il y a eu peut-être quelques petits trucs. Voilà. Il y a toujours avec la régulation électronique des petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire ça? Eh bien, il faut un système de gestion de l'énergie, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut une électronique. Une électronique qui est en fait toute petite, qui est juste ici, là, un petit appareil plus petit que ma main, et que j'ai installé chez moi. Il y a aussi d'autres marques, ça c'est une marque suisse, Bern, une marque bernoise même, le Solar Manager, mais il y a d'autres produits que vous trouvez sur Internet. La Confédération nous a donné maintenant la liste de tous les produits qui existent, qui font ça. Donc, c'est un système de gestion de l'énergie et ça permet de faire un suivi automatique de la production solaire pour charger l'auto. Donc ça, ce n'est pas une belle journée ensoleillée. C'est une journée bizarre où il y a eu du soleil, des nuages, re-soleil, re-nuages, comment arrêter, démarrer, tout ça. Donc ce jaune-là, c'est vraiment très erratique comme production d'électricité. Mais le chargeur, il a suivi ça. Sans réfléchir, il a chargé, il a arrêté de charger, il a diminué, il est reparti. C'est ça qui est extraordinaire avec une batterie, c'est qu'on peut stocker tout ce qui rentre. N'importe comment, du moment que ça rentre, c'est bon. Ensuite, si on a une batterie encore en plus dans la maison, une deuxième batterie, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais moi, je devais bien essayer quand même pour un peu jouer avec ça. Alors voilà, j'ai mis une batterie, mais ce n'est pas un conseil que je vous donne. C'est une possibilité. Celui qui fait ça, il peut encore un peu plus jouer. Alors ici, j'ai joué, je continue de jouer. Et puis, par exemple, ici, on voit, là, ça s'est mis en charge. Ici, le jaune clair, c'est lorsque la batterie de la maison se recharge. Après, quand elle est chargée, ben, elle arrête de se charger. Et puis ici, le jaune foncé, c'est de l'électricité qui est partie sur le réseau. Elle a été vendue parce que j'avais trop d'énergie solaire. Et puis après, ben, ça continue comme ça. Il y a des échanges automatiques entre la batterie domestique, le solaire, le chargeur, la machine à laver, le sèche-linge, etc. Tout est géré par cet appareil-là, finalement. Et puis, par exemple, ici, eh bien, il y avait, ça c'est la batterie qui a donné, la batterie domestique qui a donné un peu d'énergie. Voilà, et puis certainement qu'il restait beaucoup d'énergie encore dans la batterie domestique pour la nuit, quand il n'y avait pas de soleil. Donc ceux qui s'intéressent aux batteries, il y a aussi ici un lien
de la Confédération Suisse Énergie, où vous pouvez trouver des renseignements sur les batteries domestiques. Et puis, quelques exemples, comment on charge la voiture. On peut par exemple la charger une seule fois par semaine. Si on a une seule bonne journée de soleil, comme j'ai montré là, en un seul jour de soleil, on peut charger sa voiture. Après, on a assez d'énergie pour toute la semaine, pour autant qu'on fasse les trajets kilométriques moyens, petits trajets pour aller au travail, environ 40 km par jour. Ou bien alors, qu'est-ce qui se passe? Juste un jour, on peut charger sa voiture une fois par jour pour son trajet quotidien habituel de 40 km. Eh bien, il suffit d'avoir 7 kWh pour faire son trajet quotidien. 7 kWh, c'est plus petit qu'une belle journée de 50 kWh. Donc même une journée de brouillard, enfin peut-être pas le brouillard profond, mais une journée où il ne fait pas très beau, où il n'y a pas trop de soleil, où c'est un peu gris, eh bien finalement on arrive à produire assez d'électricité pour faire notre trajet quotidien avec la voiture électrique. Et puis même si la voiture n'est pas là pendant la journée, si on a une batterie solaire domestique de 10 kWh, on a peut-être assez d'énergie qui a été emmagasinée durant la journée pour pouvoir recharger la batterie de la voiture la nuit. Ça, c'est une expérience domestique chez moi. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on fait des longs trajets? Cet été, avec mon épouse, on a relevé le défi d'aller au sud de la France avec la Zoé. Et puis, on a fait 700 km là. Zéro problème. Tout s'est très bien passé. La France, il y a une année, c'était encore difficile. Maintenant, ça a augmenté les batteries. Il y en a partout. Les bornes de recharge, il y en a partout. Là, c'est une borne de recharge rapide. Donc, ça va pas très long, comme ça a été dit avant. Et puis, au niveau franc, eh bien, chez moi, la recharge, ça ne me coûte rien puisque c'est le solaire. Évidemment, si je pars en vacances, eh ben, je dois payer quelque chose. C'est cher sur les bornes de recharge rapides. Mais qu'est-ce que ça veut dire cher? Finalement, c'est le même prix que l'essence. J'ai payé la même chose que si j'étais parti avec une voiture thermique pour mon voyage à l'étranger. Et puis, en Suisse, ça me coûte 0 francs. C'est vrai que si on fait des petites étapes, on a toujours des possibilités de charger en cours de route, 0 temps perdu. Quand on est rentré de vacances, on a voulu rentrer d'un coup, alors là, ça fait plus d'arrêt. Donc 20 à 30% de temps en plus quand même sur les grandes étapes, il faut le dire. Mais ce n'est pas grave, sur une semaine de vacances, on peut perdre ça. Donc voilà, reflet de mon expérience. Merci de votre attention.